Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Open Startup. Je m'appelle Guillaume Comagnac et j'ai le plaisir de vous proposer à travers ce podcast des discussions avec des entrepreneurs qui nous partagent leurs aventures et apprentissages. Ce projet est rendu possible grâce à la société Tracteur, un studio de développement tech pour les entrepreneurs dont je fais fièrement partie. Nous accompagnons ces startups du prototype au MVP, puis vers des projets à plus grande échelle. Aujourd'hui, je reçois Félix Botella, cofondateur de la startup EasyGain. Vous l'entendrez durant cet échange, ils conçoivent des tapis roulants intelligents de rééducation à la marche, connectés et qui proposent aussi une stimulation cognitive. Félix vous pitchera cela un peu plus en détail dans l'épisode. Au sein de cette équipe, il a le rôle de Product Designer, un rôle complet allant du design industriel de ces dispositifs médicaux jusqu'aux parties plus numériques avec les applications mobiles et les jeux en réalité virtuelle. Le design, c'est le fil rouge de cet épisode. On va revenir sur le parcours de Félix, ses formations, ses stages, sa rencontre décisive avec ses associés, les premières phases d'exploration et de prototypage, jusqu'à la première vente et maintenant le développement à l'international. Bonne écoute! Salut Félix! Salut Guillaume! Trop content. Je dis salut pour la forme parce que ça fait déjà quelques minutes qu'on se parle en off. On s'est même un peu dit faut qu'on arrête de parler et qu'on démarre l'enregistrement. Très content de t'accueillir car on va le dire directement d'entrée de jeu. T'es un copain retrouvé, un copain de longue date parce qu'on était ensemble au collège-lycée, donc avant de se perdre totalement de vue d'ailleurs. Et puis la magie des réseaux sociaux a fait qu'on pouvait chacun se suivre plus ou moins de loin. On se parlait pas forcément. Et puis il y a quelques mois, tu m'as écrit, ça m'a fait vraiment plaisir. Je te remercie de ça. Donc on a pris des nouvelles, et puis on s'est appelé, on s'est raconté un peu nos vies en accéléré. Et du coup, tu m'as parlé de ton parcours, et je me suis dit tiens, mais faut que j'ai Félix aussi dans le podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, de la startup dont tu es le cofondateur. Et on va parler aussi de design parce que c'est un élément qui aussi te caractérise. Voilà pour la petite intro. Question classique que je pose à tous mes invités, c'est peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, voilà. Oui, bien sûr. Déjà, pour commencer, merci beaucoup de m'inviter, hein, Guillaume. Ça fait vraiment plaisir puisque ton podcast, je le suis vraiment presque depuis le tout début. Donc, ouais, c'est quand même assez poétique, si j'ose dire, puisque c'est vrai, comme tu disais, on se connaissait depuis un petit moment et on se retrouve grâce à la magie de l'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, on peut enregistrer quelque chose ensemble. Donc, j'en suis très content. Donc oui, moi, alors, pour me présenter, donc moi, c'est Félix Botella. J'ai fait des études de design industriel. Donc assez tôt dans ma vie, je me suis orienté dans l'art, c'est-à-dire pas commencer par un lycée d'art appliqué, celui justement où nous nous sommes connus. Ensuite, je me suis orienté rapidement à partir de cette formation en art vers le design, c'est-à-dire design industriel. Donc j'ai fait BTS design de produits, puis une année de licence en couleur image design aussi, pour au final m'orienter vers une formation plus design industriel. J'ai fait mes études de design notamment entre 2008 et 2014, donc c'est sur 5 ans globalement. Donc l'école que j'ai faite avant de commencer EasyGain, c'était Strat École de Design, donc c'est une école qui forme des jeunes designers au monde du design industriel avec plusieurs branches, notamment le packaging, le design automobile, le design d'interaction aussi, qui est très, très fréquent aujourd'hui. Et moi, du coup, j'avais choisi design industriel, donc c'est-à-dire l'ergonomie, la forme, la fonction de l'objet, et étudier un peu tout ce qu'il y a autour de chaque objet, c'est-à-dire ça peut être très varié, du médical jusqu'au design d'intérieur, le mobilier. Voilà pour mon parcours. Ok, top. On peut dire que autant il y a des personnes tout petits, on leur demande qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Elles savent pas trop quoi répondre. Alors je sais pas si toi tu pensais déjà design industriel, peut-être pas aussi précisément, mais moi j'ai souvenir que tu étais toujours un crayon à la main, à faire des croquis, des trucs comme ça. Donc au final, c'est quand même vraiment aussi un métier passion, j'ai envie de dire, quand on évolue dans ces domaines-là. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un élément assez important pour l'histoire puisque je dessine toujours encore aujourd'hui et même toujours autant, même dans mon métier d'entrepreneur avec EasyGain. En gros, c'est vrai que quand j'étais tout petit, j'adorais dessiner et je voulais être dessinateur. C'est très très vague, mais je voulais quand même faire un métier autour de la création et du dessin. Et plus le temps est passé,
Les parents aussi me conseillaient évidemment, me disaient: «Ah, ce serait bien que tu t'orientes dans le domaine de l'art» et c'est comme ça justement que j'avais été au lycée Claveil et que du coup, j'avais commencé un peu à m'intéresser à l'art sans connaître pour autant le métier de designer industriel. C'est après, petit à petit, en évoluant, que le design industriel m'a fait un peu de l'œil puisque je voyais qu'on pouvait encore un peu dessiner à la main et surtout le processus de création était très intéressant. C'est-à-dire qu'on découvrait un univers ou une marque, par exemple, et cette marque a justement un univers. On s'intéresse un petit peu à leurs valeurs, etc. Et pour au final leur proposer un nouveau produit qui leur correspond. Donc après, il y a toujours des recherches un petit peu formelles, fonctionnelles, esthétiques. Après tout le processus de création, du passage de la feuille à la 3D, par exemple, ou au numérique, je trouvais ça assez intéressant. Donc ça a permis de maîtriser quelques logiciels que j'utilise encore toujours autant, des logiciels 3D un petit peu, et là, depuis très récemment, un logiciel pour faire du prototypage d'applications. Ok, que tu peux nous donner là Oui, Sketch, ça s'appelle Sketch. Il y en a aussi plein d'autres, mais Figma, etc. Mais bon, pour l'instant, j'utilise surtout Sketch avec mes collègues. Ok, bah, Sketch, c'est ce qu'on utilise aussi, enfin, ce que Mathieu, notre DA, utilise aussi chez Tracteur, donc petit bonjour à lui s'il nous écoute. On a parlé beaucoup de design là, on a dit le mot design à toutes les sauces, industriel, etc. Mais est-ce que tu pourrais, enfin, j'aimerais savoir, c'est quoi pour toi la définition du design au final? Parce que design, on entend souvent quelque chose de beau, mais c'est pas que ça en fait, c'est quelque chose d'utile. C'est, enfin, en gros, voilà, c'est une question très ouverte, mais je serais curieux de savoir pour toi, c'est quoi le design? Alors le design, j'ai eu au moins quelques années pour réfléchir à une bonne définition. Et en fait, pour moi, la définition d'un designer, c'est, je reprendrai les définitions que me disaient certains maîtres de stage ou même professeurs, c'est de rendre le monde plus beau, plus juste, mais aussi de répondre à une opportunité. En fait, j'ai appris pendant mon métier que chaque problème, c'était une opportunité et que nous, en tant que designer, on pouvait les résoudre. Le métier de designer, c'est de s'occuper de la fonction, la forme, l'esthétique d'un produit, et ensuite de le développer de manière à ce qu'il réponde au mieux aux besoins d'un client ou d'une personne. Top. Ouais, c'est une super définition et du coup, je trouve que ça rebondit bien avec en fait les besoins d'un entrepreneur parce qu'au final, un entrepreneur, quand il monte une entreprise, c'est pas pour créer une solution. Sinon, c'est peut-être le mauvais bout, mais c'est pour répondre à un problème. Et du coup, j'imagine qu'avoir cette casquette de designer, ça a dû t'aider dans le fait de créer bah, un produit, une entreprise, tout simplement. Je suis entièrement d'accord avec toi puisque c'est vrai que au tout début, je n'avais pas pour objectif de devenir forcément entrepreneur. Après, évidemment, c'est vrai que on entendait toujours un peu l'idée de, par exemple, monter une boîte à la sortie de l'école, etc. Mais moi, je n'avais pas été trop sensibilisé à mon époque où j'étais diplômé, où je passais mon diplôme pour créer une start-up. D'ailleurs, même la définition de start-up, on commençait un peu à l'entendre, mais on n'a pas été totalement sensibilisé à l'entrepreneuriat lors de mes années d'études. Et finalement, c'est vrai que plus le temps passait, j'ai commencé à m'y intéresser à travers différents stages ou même camarades de classe qui commençaient à aller en stage dans des startups, etc. Donc là, j'ai commencé à entendre parler de tout ça. Et c'est vrai que ça m'a donné envie aussi de tenter l'aventure. Après, de là à devenir cofondateur, j'aurais jamais imaginé avoir une telle opportunité, mais finalement, c'est vraiment super pour moi en tant que designer puisque je peux apporter justement mon savoir et puis rejoindre un peu ces deux définitions entre designer et entrepreneur qui peuvent coexister justement, comme tu disais. Mhm. Ben, on va revenir là juste après sur bah, le début de l'aventure de cette startup là que tu as cofondée, avec peut-être la phase de rencontre aussi avec tes autres cofondateurs parce que t'as pas fondé tout seul. Mais juste avant, pour clôturer sur cette partie bah, design, recherche de solutions à des problématiques, il y a une question que moi j'entends parfois sur des gens qui ont envie d'entreprendre, c'est OK, si je dois pas proposer des solutions, je dois répondre à des problèmes, mais comment on trouve des problèmes? Alors alors ma question est peut-être difficile, hein, mais comment on cultive son œil, son regard sur le monde pour identifier en fait ce qui fonctionne pas, tu vois, et puis ensuite commencer à réfléchir. Est-ce que tu as des petits tips, des outils, des choses à nous partager là-dessus? Moi, je dirais que c'est surtout à l'école qu'on effectivement, on a appris, un peu tout ce qui était sémantique de l'objet et cetera. Donc, après, on a été pas mal sensibilisés à tout ce qui existait dans l'univers du design.
du XXe siècle, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, petit à petit, c'est vrai que on voit un peu l'évolution qu'il y a. Donc, on commence à repérer aussi certaines choses à pouvoir améliorer, etc. De toute façon, le métier de designer, c'est pas un métier d'inventeur, c'est aussi pouvoir améliorer une expérience. Donc, cette expérience, elle peut être améliorée en changeant juste quelque chose mais sans forcément reimaginer l'objet en lui-même. Par exemple, un des meilleurs exemples, ça pourrait être une chaise. On réinvente pas forcément la façon de s'asseoir, mais un petit peu parfois l'ergonomie aussi pour un meilleur confort. Voilà. Oui, l'expérience, c'est ça. Et il y a aussi un côté quand même émotionnel, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un truc auquel on pense lorsqu'on est en train on est dans ces phases de design-là, ce côté, quelle émotion j'ai envie d'aller, je recherche ou que j'ai envie de passer à travers l'objet ou le produit, le service? Oui, bien sûr, ça fait partie du métier en plus, puisque au-delà de l'aspect fonctionnel, il y a aussi l'aspect formel, esthétique, et ça peut aussi passer très bien par une couleur ou bien par exemple un matériau qui évoque quelque chose. Donc Mhm. c'est un peu autour de tout ça qu'on peut faire passer par exemple une émotion. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est que là où on cultive quand même beaucoup son regard et ces techniques-là, c'est quand même dans les formations, dans les écoles. Est-ce qu'il y a quand même peut-être des ressources, je sais pas, en ligne ou autre, quelques sites de référence qui sont intéressants à aller explorer? Alors maintenant, aujourd'hui, il y en a de plus en plus effectivement, mais sinon c'est vrai que en cours, évidemment, on apprend un peu toute cette réflexion autour de l'objet. Ce qui fait que c'est quand même assez important. Il y a des cours de matériaux aussi. Les matériaux, c'est très, très important justement parce que c'est vrai qu'au-delà de tous les différents matériaux, il y a aussi quelques petites subtilités, parfois des histoires d'ailleurs. Et donc justement, c'est un peu ce qu'on apprend en cours. Donc en cours de design, par exemple, on a aussi des cours de matériologie, des cours de couleurs et cetera, de l'histoire de l'art aussi, mais et c'est un peu avec tout cet ensemble de packages qu'on réussit un peu à développer un peu notre savoir-faire de designer et aussi notre culture générale de ce vaste monde. Top. Et puis bon, c'est aussi, j'imagine, beaucoup d'expérience en fait. C'est comme pour tout quoi. C'est parfois, j'ai entendu déjà ce truc-là où les gens disent, ben, si t'as envie de savoir bien écrire, ben, faut écrire, écrire, écrire. Et puis au début, ce que tu vas écrire, ça va pas être très bon, mais plus tu vas t'exercer, plus tu vas devenir meilleur. En fait, comme pour tout dans la vie, j'imagine que bah, ça s'applique aussi au design et plus les expériences s'accumulent et plus on engrange, voilà, cet œil, ces techniques-là, on les affine. C'est exactement ça. J'irais même plus loin, même avec les logiciels pour, justement concevoir, les choses. Parfois même, être en stage, ça t'apprend aussi des nouvelles techniques, par exemple, comment utiliser, des logiciels, des formats d'export. Enfin, je dis ce qui me passe par la tête, mais en gros, voilà, tu vois, ça nous permet un peu de nous améliorer dans la pratique. Moi, je trouve que pour le coup, faire des stages en entreprise, en design, c'est primordial puisque ça t'apprend un petit peu comment ça fonctionne dans la vraie vie, c'est-à-dire un peu de manière un peu moins scolaire, c'est-à-dire tu fais ton dessin, ensuite tu le rends au professeur, etc. Enfin bref, mais là, en stage, on fait quelque chose d'un peu plus concret et à la fin, le projet peut avoir éventuellement, peut enfin naître et du coup, tu peux voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, en stage, j'ai notamment appris tout ça et surtout un peu maîtriser des logiciels et point très important qui pourra me servir dans l'entrepreneuriat, travailler aussi avec des personnes qui font pas forcément la même chose que moi, c'est-à-dire un développeur, par exemple. Eh ben, c'est marrant parce que j'avais mis dans mes notes relation avec les développeurs parce que clairement, j'imagine que pour EasyGain c'est le cas. Oui, vous montez une solution, etc. Mais il y a quand même une partie technique. Et donc faut pas juste s'enflammer sur le design en disant ouais ça c'est possible, tout est possible parce que techniquement il y a quand même parfois des limites et des barrières quoi. Ça, oui. Donc parler avec des développeurs, ça aujourd'hui ça fait aussi partie de ton métier dès le départ quand tu es dans des phases de prototypage, j'ai envie de dire. Ah bien sûr et d'ailleurs pas seulement dans le développement d'applications, mais aussi dans le design industriel, surtout dans le design industriel d'ailleurs. Puisque Ok. au final, justement, c'est ça qui est intéressant, je parlais un peu de démarche scolaire. Easygen, c'est mon premier métier, donc on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai commencé directement la start-up après avoir été diplômé. C'est vrai que mes seules expériences de travail, c'était surtout des stages et j'avoue que j'avais une certaine tendance à travailler un peu de manière très scolaire, c'est-à-dire commencer à faire des dessins, des focus sur certaines parties et puis proposer des designs
de dispositifs médicaux dont j'ignorais encore totalement le milieu à l'époque, puisque le médical, c'était quelque chose de très vaste et que je maîtrisais pas, tu vois. C'était intéressant aussi de voir la manière dont je travaillais à l'époque, puisqu'elle était totalement différente de celle d'aujourd'hui. Et c'est vrai que donc il y avait forcément des contraintes très techniques. Je peux pas forcément proposer à une startup early stage, c'est-à-dire qui commence sans argent, de faire un produit Apple, par exemple, tu vois, Yes. pour la comparaison. Bon, eh ben, en tout cas, on va passer du coup là-dessus parce que tu le dis, tu as tout de suite entrepris à la sortie de tes études, mais tu as aussi dit un peu plus tôt, je pensais pas, moi, au final, devenir cofondateur d'une boîte. Donc, qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là? C'est vrai que c'est un petit peu l'histoire de mon début de carrière finalement, puisque en fait, pendant toutes mes années d'études, j'avançais en apprenant petit à petit des nouvelles choses de mon métier, comment maîtriser des logiciels, découvrir un petit peu ce qui se faisait dans les tendances aussi de l'époque, ou puis même un peu futur, bien sûr. Et plus le temps passait, et plus aussi avec mes camarades de classe, on discutait. Je voyais un peu ce que certaines personnes faisaient, et c'était très inspirant justement de se challenger un petit peu entre nous, de voir qu'il y en a qui sont très motivés, qui ont certains domaines d'activité. En design, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que chacun a un peu son domaine d'expertise. Donc, en avançant, il y en avait certains qui commençaient à travailler ou d'autres qui voulaient monter des projets. Et moi, c'est vrai que j'avais fait un stage de fin d'études où j'étais en Inde justement. En Inde où j'étais, c'était à Bangalore. Bangalore, c'est la Silicon Valley indienne. Et Ok. là-bas, il y a beaucoup de projets qui émergent, beaucoup d'entreprises, de startups qui commencent là-bas. Et j'en connais même d'ailleurs quelques-unes. Et moi, j'étais dans une agence de design qui proposait des produits pour le marché indien. Et ils avaient aussi cette démarche de proposer des choses pour améliorer le quotidien en Inde. Et ça m'inspirait beaucoup, puisque moi, au final, je me disais que ce que je voulais en tant que designer, c'était améliorer le quotidien, aider les gens en quelque sorte, et pouvoir proposer du design utile, du design qui puisse améliorer la vie de tous les jours. Et comme Ok. je disais au début, que chaque problème est une opportunité à améliorer. Et donc, j'ai eu un petit peu cette culture de la startup en Inde qui a commencé à émerger. Et dès que je suis rentré, c'est vrai que j'ai beaucoup profité de l'Inde. J'étais 6 mois en stage là-bas. J'ai travaillé, bien sûr, mais j'ai aussi découvert le pays. J'étais à l'étranger. Il y avait toute cette émulsion qui fait que j'ai pas trop préparé mon retour. Et dès que je suis rentré, diplômé certes, mais je savais pas exactement où m'orienter. En fait, je voulais trouver un peu la classique, le CDI, puis commencer à travailler, avoir ma propre expérience en tant que designer. Mais je savais pas trop exactement ce que je voulais, vu que je revenais d'un pays qui m'avait vraiment plu et que j'avais déjà eu aussi quelques expériences à l'étranger par le passé, et que je me retrouvais à chercher du travail en France. Et en fait, je savais pas exactement si je voulais rester en France ou retenter quelque chose comme ça à Ouais, l'étranger. t'étais à ce fameux carrefour un peu de vie où il y a plein Exactement, de possibilités au final. Ouais. exactement. Et c'est vrai qu'après, je voulais quand même que ma première expérience de travail soit importante, puisque c'est vrai que c'est là aussi où on commence à trouver un peu ce qu'on sait faire, etc., et arriver sur le marché du travail. Donc j'ai commencé à passer quelques entretiens, mais c'était toujours un petit peu la classique où ils cherchent des 9 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, voilà. Bon, je caricature un petit peu le truc, hein, mais voilà. Et en fait, en même temps que je cherchais, je voyais aussi mes collègues qui étaient diplômés en même temps que moi et qui commençaient à travailler, et certains travaillaient en start-up. Et là, ils commencent à me dire, oui, regarde en start-up, c'est assez intéressant, parce que là, ils regardent pas forcément les années d'expérience, mais l'idée, c'est de pouvoir travailler vite et bien, et de manière très concrète et efficace. Et je me disais, ah oui, ça pourrait être une bonne idée. C'est juste que je savais pas exactement où chercher des offres de start-up, et à peine on avait parlé de ça, que j'ai reçu un mail de la part de mon ancienne école. C'était, pour l'anecdote, j'étais chez mes parents à ce moment-là. Je me connecte sur ma boîte mail avant de me coucher, petit réflexe qui est sorti un petit peu de nulle part, mais qui a été décisif pour les 6 années à venir. Donc, j'ai ouvert ce fameux mail, et c'était les personnes qui s'occupaient des relations internes, externes, entreprise-école dans Mhm. mon école Ouais. Strat. Et c'était un mail de ma cofondatrice, de la personne qui est devenue ma cofondatrice, qui s'appelle Zineb, et qui est aussi la présidente de la startup Ezigen, qui cherchait un associé designer. Donc, dès que j'ai lu cette offre, c'était une offre, un Word tout simple,
il y avait rien, il y avait aucun logo, il y avait pas forcément une mise en page, mais en fait, dès que ça peut paraître très étrange la façon dont je le dis, mais dès que j'ai lu cette offre, en fait, j'ai vraiment vu mon avenir, en fait. Je me suis totalement vu faire ce projet, faire le projet Ah, c'est Easygain. chouette. En gros, le mail disait, enfin, l'annonce disait, je cherche un associé designer. J'ai rencontré un médecin qui a breveté un principe d'allègement du poids au niveau du bassin, et on aimerait faire un dispositif qui soit à destination des particuliers. À l'époque, on pensait pas totalement encore aux pros. Donc, on cherche un associé designer qui pourrait s'occuper de la forme, de la fonction, de l'esthétique du dispositif, d'une application qui pourrait être connectée à ce dispositif et qui soit associée aussi. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment vu un déclic, comme si c'était vraiment une belle opportunité. Et je regrette vraiment pas de l'avoir saisi, puisque en fait, pendant toute la soirée après, j'y ai pensé. Je me disais, ah, je vais l'appeler demain, Zineb, pour qu'on se rencontre, parce que ça me plaisait, quoi. Et surtout, c'était un dispositif médical, donc c'est-à-dire un dispositif qui peut aider les personnes à se rééduquer, donc un problème concret. Et c'était une belle occasion pour moi de faire du design utile. Ouais, tel que tu l'entendais, comme tu le disais tout à l'heure, de vraiment aider les gens et donc ça, enfin, t'étais pleinement aligné, quoi. Mais C'est parfois, il peut y exactement avoir ça. ce genre de moment où, en fait, ben oui, tu lis l'annonce c'est génial, ça te parle et tout. Tu sais, c'est comme, j'ai envie de dire presque des fois pour un appartement, tu sais, tu lis l'annonce, Oui, l'appartement, il a l'air bien sûr. génial et tout. Et puis, en fait, tu vas visiter et ben, patatras, il y a deux, trois trucs, t'as pas le feeling, tu vois. Qu'est-ce qui se passe pour que au moment de la rencontre avec donc Zineb et peut-être son associé c'est Thomas, c'est ça je crois, non? Non, c'est Thierry Thierry, Albert. pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il y a bon, tu nous as un peu spoilé, ça fait plus de 6 ans que vous travaillez ensemble, mais tout de suite, pareil, t'as senti qu'il y avait ce feeling-là pour aller loin ensemble? Alors évidemment, comme tu dis, dès que tu vois une annonce, tu peux te projeter très très loin, et parfois il peut s'avérer qu'elle ait déjà trouvé quelqu'un d'autre entre-temps. Là, l'avantage, c'est que l'annonce, il me semble qu'elle avait été envoyée un vendredi soir, et j'avais décidé de la contacter le samedi, le lendemain. Et, et c'est vrai qu'entre-temps, évidemment, j'avais un peu regardé les profils, donc en plus, ça va me permettre de les présenter. Zineb qui a fait un double diplôme central et sec, option entrepreneur. Et le docteur Thierry Albert, donc lui qui a son métier de médecin rééducateur au CMPR de Bobigny, qui lui a imaginé ce brevet de technique d'allègement du poids au niveau du bassin. Il a toujours voulu développer quelque chose autour de ça, un dispositif qui puisse justement améliorer Le ben, côté rééducation aussi, en fait, parce que c'est un des sujets que vous traitez. D'ailleurs, je pense que là, on touche beaucoup du doigt la proposition de valeur. Donc, je vais te laisser faire un peu l'exercice, pas du pitch, mais ouais, voilà, nous présenter en tout cas peut-être plus précisément ce que fait Easygain. Bien sûr. En fait, Easygain, pour le présenter, c'est une start-up qui propose des dispositifs d'entraînement, de rééducation de la marche et de l'équilibre pour les personnes à mobilité réduite. Donc, elles sont destinées aux personnes qui ont pu avoir des accidents, des AVC, des scléroses en plaques, des hémiplégies, des accidents de la route aussi, tout simplement, ou aussi des personnes âgées pour qu'ils puissent s'entraîner et se rééduquer de manière simple et efficace. Ok. Le principe qu'on a développé, en fait, c'est un principe d'allègement du poids au niveau du bassin, et c'est ce que je disais par rapport au médecin, le docteur Thierry Albert, qui a imaginé cette technique. C'est une technique qui permet justement, contrairement à d'autres dispositifs qui existaient avant qu'on arrive sur le marché, ça évite d'avoir des treuils au plafond, d'avoir des structures assez encombrantes et chères qui peuvent être très imposantes dans un centre de rééducation, par exemple. Alors que nous, une technique d'allègement du poids au niveau du bassin, on porte un harnais qui est relié à des sangles, elles-mêmes reliées à un moteur, qui peut nous soulager notre poids de 0 à 100%. Et vu que c'est quelque chose qui est assez simple dans la structure, on a juste à replier le tapis et le déplacer un peu à notre guise. Ce qui fait que, au-delà de la personne qui se rééduque, c'est aussi le thérapeute ou le professionnel de santé qui a sa vie simplifiée. Carrément. Bah, de toute façon, comme pour beaucoup de startups que je reçois, je le dis souvent, mais je mettrai une vidéo, en tout cas de présentation, ou alors il faudra que les personnes qui nous écoutent puissent aller aussi aller sur votre site web pour voir vraiment le dispositif dans son ensemble. Ok, merci pour la présentation. Revenons peut-être un tout petit peu sur le parcours, du coup, et la rencontre. Donc vous vous rencontrez et là vous vous dites ok go on démarre, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En fait, ce qui s'est passé, comme je te le disais, cette annonce qui a été envoyée un vendredi soir, j'ai répondu directement le samedi matin.
C'était pour la petite anecdote, je captais même pas chez mes parents, j'ai pris leur voiture, je suis allé dans le village à côté parce qu'ils étaient dans le sud-ouest et j'ai appelé Zineb un samedi matin ou après-midi, début d'après-midi. Et du coup, forcément, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit quelqu'un qui réponde à l'offre. Donc j'ai eu droit à un allô et là j'ai dit oui, bonjour, voilà, je m'appelle Félix Botella, j'ai vu ton annonce, votre annonce parce que je savais pas encore évidemment à quoi m'attendre et que ça pouvait m'intéresser. Et là, la question qu'elle m'a posée directement d'entrée de jeu, elle m'a dit ah mais qu'est-ce qui t'intéresserait de développer une startup de rééducation de la marche? Et j'ai fait un parallèle avec un projet de diplôme que j'avais fait. Donc, c'est un projet de diplôme totalement fictif où j'avais, moi, en tant que grand passionné de l'espace, j'avais imaginé faire un espèce de dispositif de réalité virtuelle pour des voyageurs de l'espace pour leur première mission habiter vers Mars. Du coup, Mhm. ça impliquait beaucoup de rééducation, beaucoup d'entraînement pour qu'ils évitent l'atrophication des muscles. Et je lui ai dit qu'en fait, le projet d'Easygen, ça me rappelait mon projet de diplôme, mais un projet réel en fait. C'est comme si c'était un peu plus concret et que j'avais une chance de peut-être éventuellement apporter des idées que j'avais pu avoir pour notre dispositif de rééducation éventuel. Et donc là, Ok. elle m'a dit, ben, si tu veux, on peut se rencontrer. Est-ce que tu peux monter sur Paris? J'ai dit oui, et je suis monté sur Paris et on s'est rencontrés. Pendant une longue discussion, je lui ai montré un petit peu mon portfolio. Je l'ai vraiment pris comme un entretien d'embauche à l'époque. Et même si on a le même âge, tu vois, on a un an d'écart. Et finalement, au bout d'une heure et demie de discussion, on a commencé à dire go. Elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux, on commence après-demain. Et évidemment, donc on est une startup early stage, donc évidemment, il n'y a pas encore de tout ce qui est administratif autour, mais si tu veux te lancer dans l'aventure avec moi, c'est avec plaisir, voilà. Top. Ouais, il faut le dire, hein, c'est vrai, merci de parler un peu vrai comme ça, mais beaucoup de startups au démarre sans parfois même avoir créé la structure juridique et il n'y a pas de question de rémunération, de machin, c'est juste on met toutes les énergies sur la table. Le but c'est de faire avancer le projet et c'est pas de faire avancer les personnes qui portent le projet. Et puis au fur et à mesure ça se structure. C'est vraiment la réalité de pas mal de startups, donc c'est bien que tu le dises. Et j'ai envie de dire, il y avait tout à faire. Donc, par où on commence quand on a une ambition comme la vôtre? Absolument. Comme tu dis, on a commencé à partir de presque rien et quand je dis presque rien, je pense que j'exagère un peu parce qu'on avait quand même un brevet, qu'on pouvait exploiter avec, justement le médecin qui était notre 3e associé. Mais vu qu'après lui, il travaille dans sa structure, au CMPR de Bobigny, il était rarement avec nous, mais il pouvait nous faire, disposer du brevet et bien entendu de toute son expérience médicale qui était très importante quand même pour développer. Mais je m'égare un petit peu. En fait, c'est vrai, quand je suis arrivé, ce premier jour de pluie à l'école centrale dans un incubateur où on n'avait pas encore de bureau, je me disais, bon, c'est vrai, dans quoi je m'aventure? Par où commencer? Zineb, elle, qui avait fait qui venait juste de terminer son diplôme à l'époque, son double diplôme central et sec en entrepreneuriat, elle avait fait déjà tout ce qui était business plan, etc., et qui avait un petit peu réfléchi au processus à suivre. Donc moi, j'ai un petit peu découvert l'univers médical à partir de Zineb et aussi à partir de Thierry, le médecin. Et vu que c'était quand même quelque chose que je connaissais pas du tout, il fallait quand même que je me cultive un petit peu avant de me lancer dans le projet, puisque j'allais pas inventer un dispositif à partir de rien. Et ça, c'est le métier de designer, c'est aussi être une sorte de caméléon et de s'intéresser à des D'éponge choses même. qui, oui, voilà, de s'intéresser à quelque chose qui ne maîtrise pas du tout à la base. Donc moi, je m'empressais de découvrir un petit peu ce milieu médical qui me faisait quand même un petit peu peur, je te l'avoue, il y a pas mal de termes techniques, de problèmes moteurs très différents. Et donc voilà, il fallait quand même que j'arrive à les identifier pour développer un dispositif adéquat. Et alors, ce que j'ai fait pour commencer, nous, c'est très simple. Moi, j'ai commencé par faire un logo à notre startup, vu comme je te disais, l'annonce de Zineb, il n'y avait pas encore totalement de structuration, de structure. C'était un document Word sans présentation. Je me suis dit, ça pourrait être bien qu'on ait un logo, donc j'ai commencé par un logo. Voilà, notre logo qui représente justement une personne qui se relève de manière très Ok. métaphorique. Qui est à Voilà. peu près toujours le même, qui a pas Et à évolué. peu près toujours le même. Il a un petit peu évolué, un tout petit peu évolué, mais globalement, c'est presque le même que le début. Le logo, c'est quelque chose qu'on a fait au début, mais évidemment, vu que ce n'est pas non plus mon métier de base d'être graphiste, designer, etc., c'est plus un designer industriel. Moi, j'étais surtout attendu sur la partie design industriel, et c'est là où j'ai commencé, donc directement après le logo, mais même un petit peu en même temps,
à me renseigner sur justement tout ce qui était univers de rééducation de la marche. Donc à partir de là, avec Zineb, on est allé, parce qu'elle aussi, au final, elle débutait comme moi et on voulait bien maîtriser Le sujet, oui. oui, le sujet. Donc on est allé dans des centres de rééducation, des EHPAD, des maisons de retraite, des petites structures, les cabinets de kiné, etc. Et on a commencé à poser nos questions. On a aussi rencontré les patients ou les résidents qui avaient des problèmes moteurs. Et à partir de là, on a commencé un petit peu le questionnaire de ce qui pourrait est-ce qu'un dispositif comme on souhaiterait le développer, ça pourrait leur être utile? Et en plus des patients, on demandait aussi aux thérapeutes, aux directeurs d'établissement, etc., voir un petit peu leur ressenti sur un projet comme celui-ci, avoir un dispositif destiné aux petites structures et qui soit un peu plus abordable, un peu plus abordable et facile d'utilisation. Parce Ok. qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer aussi. Et voilà. Du coup, je me permets de te couper pour faire un parallèle avec l'entrepreneuriat global, et c'est quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois dans le podcast et qui, je pense, est une bonne pratique. C'est que c'est bien d'être dans un incubateur ou d'avoir des bureaux pour démarrer, mais c'est pas là où il faut rester en fait. Enfin, bien sûr, c'est là où on fait les séances de travail, mais quand on démarre, il faut aller au plus proche de ses utilisateurs potentiels, de ses clients pour voir vraiment comment ils s'interagissent dans leur environnement actuel et comment on peut s'insérer pour leur faciliter la vie, leur faire gagner du temps, de l'argent, enfin peu importe la proposition de valeur, mais c'est vraiment un enseignement, je pense, sur lequel il faut qu'on marque un arrêt pour le mettre en lumière. Oui, bien sûr. Bah, effectivement, c'est vrai que nous, pour parler de l'incubateur, on a commencé dans un bureau de l'école centrale. Donc on a été dans un premier temps pré-incubé là-bas et au final, on a eu un bureau, pendant à peu près 1 an et demi. On a changé, 2 fois d'incubateur à peu près et là on est toujours dans un incubateur, mais un incubateur plus spécialisé santé. Et c'est vrai Mhm. que chaque incubateur a un petit peu son thème et nous, il était évident qu'on s'oriente, vers un incubateur qui soit, dans notre domaine, qui nous permettent d'avoir une relation un peu plus proche du milieu médical, notamment. Ok. Et donc j'accélère un petit peu dans le temps exprès. Vous faites ces différentes visites, vous prenez un peu le pouls des différentes structures, vous questionnez aussi, j'imagine, entre le professionnel et le particulier, c'est des choses que tu m'as dit un peu plus tôt. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la première version au final du produit? Est-ce qu'il y a eu plusieurs et de nombreuses versions? Est-ce qu'il y a eu des gros fails avec des apprentissages? J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ça. Alors oui, comme tu dis, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étapes avec le processus de R&D. Et vu que c'est un produit hardware, ça nous a demandé beaucoup d'énergie et pas mal de temps de développer le dispositif vraiment adéquat pour une personne en besoin de rééducation. Donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est on l'a développé en tant que personne totalement valide. Moi, pour ma part, en tant que designer, j'ai jamais eu de problème de marche. Donc, il a vraiment fallu que j'aille interroger les personnes qui ont eu des troubles moteurs ou qui en avaient pour connaître un petit peu leur démarche, savoir leur posture, ils pouvaient se placer sur un dispositif. Donc, on a fait des prototypes avec notamment notre quatrième associé qui nous a rejoint, Thibaut, qui venait lui de l'école polytechnique et qui nous a aidé notamment sur la création du dispositif. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec lui aussi au début. Donc il y avait plusieurs choses à penser. Il y avait le dispositif en lui-même, le principe d'allègement du poids ou l'intégrer, et bien entendu le harnais qui puisse soulager les personnes à mobilité réduite. Le dispositif il devait être assez fonctionnel et ergonomique évidemment. Et bien entendu, le harnais, il devait être aussi confortable. Donc, on a fait plusieurs recherches autour de ça, plusieurs sortes de propositions. Par exemple, je prends un exemple du début avec nos prototypes. C'est vrai qu'on avait fait des espèces de manettes pour que la personne en marchant puisse aussi avoir un espèce de repère et puis faire travailler les bras en même temps, comme une démarche normale. Mais bon, lorsqu'on a vu les premières personnes l'utiliser, c'est vrai qu'elles sont plus concentrées sur leur marche que sur leurs bras. Donc finalement, ça par exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Ok, Et voilà, donc aussi, il fallait que le dispositif, il ait une bonne structure pour soutenir des patients assez lourds aussi. Et c'est vrai qu'on a fait vraiment quelques versions qui nous ont permis justement d'arriver au produit qu'on connaît aujourd'hui, le dispositif EMA. Et ok. ça, cette première version, je le précise aussi,
c'est quand même une version qui était destinée aux petites structures. Donc avant d'arriver chez le particulier, on est d'abord passé par le professionnel aussi parce qu'il y avait quand même un réel besoin de rééducation là-bas et aussi pour aider les professionnels de santé, les thérapeutes, les ergos, etc. Et pour ensuite avoir une bonne référence dans le milieu professionnel pour ensuite arriver au milieu particulier. Ok, oui, ça c'est plus une stratégie, on va dire, bottom-up où on démarre avec des plus petites structures avant d'aller convaincre les plus grosses et hyper intéressant. Je voudrais juste revenir sur maintenant là, le premier client. Au final, moi j'ai noté un de vos premiers clients, c'est autour de 2017 ou fin 2017, c'est ça? C'est fin 2017. J'imagine que quand vous arrivez à faire votre premier vrai client, et j'entends pas forcément des phases de test, il doit y avoir une satisfaction, une joie, et puis même, je pense, je m'arrête sur toi parce que j'étais toi dans le podcast à titre personnel, de te dire que tu as pensé à un objet avec toute ton équipe, hein, bien sûr, qui est vraiment maintenant utilisé et que les gens ont acheté pour s'en servir et qui va aider des gens. Ça doit être une satisfaction énorme. Il y a tellement de parallèles avec ta question que je pourrais faire que ça va être difficile de procéder par ordre. En gros, moi, surtout ce que j'ai vu, c'est que pour une fois, c'était vraiment concrètement le premier produit que je sortais en tant que designer qui voyait le jour. Donc moi, d'un point de vue designer, ça m'a vraiment fait quelque chose de voir un produit exister. Évidemment, avec notre équipe, c'est une très grande fierté. Il y a eu tellement de R&D en amont. Créer un dispositif médical, c'est assez compliqué aussi, puisque il y a aussi toutes les Les normes normes. qui vont avec, tout à fait, les normes. Donc le marqué CE notamment pour qu'ensuite il soit reconnu en tant que dispositif médical. Il y a eu vraiment beaucoup d'étapes. Et c'est vrai que lorsqu'on a commencé en 2015, que je voyais un petit peu le business model, à l'époque, j'avais vraiment aucune notion de tout ce temps que pouvait prendre la création d'un dispositif médical. Quand je voyais vente en 2017, je me disais, oulala, ça a l'air très loin, 2017, 2018, mais finalement, c'est arrivé tellement vite, ça arrivait super vite et toutes les étapes importantes, heureusement, on a réussi à être très complémentaires avec tous nos corps de métier et justement, donc on a pu développer le dispositif dans un premier temps, la partie hardware, mais aussi software que je n'ai pas encore mentionné, qui justement propose des exercices de stimulation cognitive. Donc en fait, Mhm. le produit en lui-même, c'est un ensemble de choses, de dispositif médical, de harnais, d'applications tablettes connectées au dispositif, qui permet donc ce suivi de rééducation, proposer des exercices de marche ou d'équilibre. En fait, tout cet ensemble, on l'a structuré à peu près au fur et à mesure. Et finalement, lorsque notre dispositif a vu le jour, s'est rapproché plus de la version, de la première version en vente, c'est vrai que ça nous a fait quelque chose, puisque là, on s'est dit, ouais, c'est réel et ça marche. Et nos premiers clients, lorsqu'on les a livrés, c'était fin 2017. En fait, on en a livré à peu près trois en même moment, puisque évidemment le processus de vente avait commencé un petit peu avant. Et ouais, c'est vrai que ça nous a vraiment fait quelque chose. Vous avez bien célébré ça, j'imagine. C'est Et, ça, on a euh, célébré. et du coup, par contre, vous êtes vraiment pas reposé sur vos acquis parce que bah, j'ai vu que fin 2019, vous aviez atteint le chiffre symbolique de 100 clients. Donc c'est pas rien, surtout sur voilà du dispositif médical. Hein. On le rappelle, c'est pas comme vendre une app ou un logiciel. Il faut au-delà de ça produire ces différents dispositifs. Et donc ouais, il y a une partie très accélération de même de l'entreprise. Tu l'as dit, il a fallu aussi développer d'autres choses au-delà de même du produit hardware. Il y a aussi la partie dispositif plus numérique. Si on revient sur ta partie design, quel parallèle tu ferais entre le design industriel et le design plus d'interface numérique? Est-ce qu'il y a des similitudes ou alors tu as une approche qui est complètement différente? Eh bien, moi, je dirais que l'approche qui peut être, si on peut dire différente, c'est surtout les logiciels qu'on utilise, mais d'un autre côté, le processus de création est le même, puisque finalement, il est aussi question d'ergonomie, de fonctionnalité et d'esthétisme. Donc, c'est vrai que les logiciels qu'on utilise pour la création sont différents, mais le principe reste le même.
Donc après, effectivement, moi j'ai surtout fait des études de design industriel, donc je peux dire que je me suis un petit peu formé aussi sur le tas. C'est ce qu'il faut faire aussi parfois en étant entrepreneur. Et donc lorsqu'on a commencé à développer l'application, on était déjà à un stade avancé avec le design industriel. Mais finalement, ça m'était déjà arrivé de faire quelques wireframes pour montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler l'application. Mais évidemment, j'ai pas été le seul à l'imaginer puisque on est une équipe. Il y a eu aussi notre cinquième et dernier cofondateur qui est arrivé, Jean-Baptiste, qui lui, du coup, est CTO et s'occupe de toute la partie développement de l'application et site Plus internet. applicatif. Ouais, ok. Voilà. Et Donc, oui, ouais, pardon. vas-y, je te laisse peut-être poursuivre, mais la question que j'avais là, c'était euh, plus sur le développement futur, mais tu peux peut-être rajouter un point si j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est que du coup, avec cette application, effectivement, pour répondre à ta question de tout ce qu'on continue à développer encore aujourd'hui, par exemple, ben, on développe en permanence du contenu vidéoludique, c'est-à-dire des nouveaux jeux de stimulation cognitive. Donc des jeux qui, alors pour préciser, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'est des jeux qui se contrôlent avec le tapis grâce à des capteurs. Donc en fait, ça nous permet de faire des exercices dits transfert d'appui, antéro-postérieur, c'est-à-dire gauche-droite, des exercices d'équilibre, en fait, gauche-droite, avant-arrière, multidirectionnel, Mais de manière ludique. mais de manière ludique pour aider l'utilisateur à améliorer sa stabilité et recouvrer toutes ses capacités motrices aussi. Et c'est là la beauté ouais, d'un service un peu comme le vôtre. C'est vrai que c'est plus je vais chez le kiné ou je vais chez le professionnel pour ma rééduque et que ça va être juste pousser des machines ou travailler sur un tapis. Là, il y a, oui, je travaille sur un tapis, mais en même temps, c'est un bon moment en fait. C'est aussi ça. Exactement. Et du coup, bon, le produit qui s'appelle Emma, du coup, il est maintenant assez abouti. J'imagine que vous réfléchissez toujours à des petites améliorations et optimisations, mais il a l'air d'être quand même bien abouti. Ton job, du coup, est-ce qu'il s'arrête Tu vas me dire que non, parce qu'il y a le produit Ami, donc celui à domicile pour les particuliers que vous allez devoir développer. Comment tu vois les choses? Est-ce que vous allez devenir un service EasyGain qui va développer une série de dispositifs et donc, du coup, tu vas être tout le temps en R&D, en conception, etc. Il y a beaucoup de R&D effectivement là dans la startup et c'est vrai que moi mon rôle a vraiment évolué en fait en 6 ans. J'ai vraiment pas fait la même chose à chaque fois. Comme je te disais, j'ai commencé par du design industriel, effectivement, mais sinon, l'application, l'avantage de l'application, c'est qu'elle est justement, son contenu est toujours renouvelé, donc il y a toujours des, comme je disais, des exercices de stimulation cognitive proposés. Donc moi, ce que je dois faire aussi, mon métier en tant que designer, c'est faire bien sûr réfléchir un petit peu à l'expérience utilisateur de l'application et de ces jeux justement, mais aussi de faire tout le graphisme en question. Et c'est là aussi où je peux faire le parallèle avec le début, ma passion pour le dessin. J'ai totalement retrouvé cette passion en développant les différents jeux. Donc c'est des jeux en flat design de manière à aller droit à l'essentiel pour que les personnes qui peuvent être, par exemple, bon là je tergiverse un peu, mais qui peuvent être malvoyantes puissent aussi distinguer les éléments et comprendre directement le but de l'exercice, donc faire des exercices assez simples mais très précis. Donc j'ai quand même beaucoup de temps pour réfléchir à ça, mettre en forme tout le principe et puis voilà. Et Top. sinon, ensuite, pour répondre à ta question, effectivement, il y a un nouveau dispositif qui est récemment sorti qui s'appelle Amy. Et là, c'est un dispositif plus à destination de particuliers, c'est-à-dire donc pour la sphère privée, pour les appartements d'une personne qui, par exemple, sortirait d'un hôpital et qui voudrait continuer à se réentraîner à la marche après son hospitalisation. Donc là, retour au design industriel. Donc ça m'a fait d'ailleurs plaisir un peu de revenir à ma Aux formation, fondamentaux évidemment. et aux bases, ouais. Exactement. Et puis aussi, on a bien entendu adapté l'application, c'est-à-dire que l'application est un peu plus destinée aux particuliers à domicile, parce que là, dans un premier temps, l'autre application qu'on avait développée était surtout à destination de thérapeutes. Donc la mise en forme, l'expérience utilisateur est totalement différente et un peu plus friendly, je dirais, avec un particulier. Top. Je permets de poser une question qui est un peu en lien aussi avec votre actualité. C'est que j'ai vu que là, vous avez profité des derniers mois pour passer pas mal de partenariats à l'export, en fait, avec je crois que j'ai vu des pays en Thaïlande, etc., en Malaisie, en Allemagne. Bref, ma question, encore une fois, tournait un peu sur un angle
design, c'est quand on sait que son produit va être exporté dans d'autres pays, est-ce qu'on intègre un peu aussi ce facteur peut-être culturel, sociétal différent, tu vois, parce que peut-être que faire un produit pour les Français, c'est pas la même chose que faire un produit pour les Allemands. Enfin, j'en sais rien. C'est une très bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le début de la crise sanitaire et même un petit peu avant, en fait, on commençait un peu à établir ces partenariats à l'étranger. Et c'est vrai que pendant toute l'année dernière, on a commencé à s'exporter et à avoir des distributeurs dans d'autres pays. Effectivement, la démarche reste la même, mais c'est vrai qu'il faut aussi parfois adapter quelques éléments. Mais là, c'est surtout une histoire de langue, par exemple. Moi aussi, ça peut m'arriver de travailler sur des supports visuels à destination de pays étrangers, de notices, etc., d'éléments de communication, qui fait que ça va être un tout petit peu différent. Mais vu que c'est les distributeurs qui s'occupent principalement de l'étape de distribution à l'étranger, c'est vrai que moi, je suis un peu moins avec eux sur cette partie-là. Mais en Ok. tout cas, sinon, c'est vrai que parfois, il faut quand même appel à moi pour avoir certains éléments visuels, et ensuite ils s'occupent de ça de leur côté. Et c'est assez intéressant de voir après que le produit que tu as développé, il est dans un autre pays et que voilà, il fait sa vie. Donc ça va continuer ces partenariats. Je pense que c'est une question pour un peu terminer. Après, j'aurai deux, trois questions peut-être plus perso sur des petits trucs que tu pourrais nous partager. Mais sur l'avenir de votre startup, de EasyGain, c'est quoi les grands rêves, les grands objectifs pour les prochaines années? Aujourd'hui, vous avez enfin, dans les derniers chiffres que j'avais vus, c'était plus de 150, quasiment 200 établissements équipés. Enfin, voilà, vous êtes une équipe d'une dizaine. Euh, L'équipe va grossir. Vous voulez équiper encore plus d'établissements, développer le marché des particuliers. J'ai bien compris. C'est quoi, voilà, les grands rêves là? Alors, les grands rêves, c'est effectivement de continuer à développer le marché du particulier, puisque là, on en est vraiment au tout début. Moi, Mhm. en tant que designer et aussi cofondateur d'Easygen, c'est mon plus gros rêve de voir les utilisateurs pouvoir bénéficier d'un dispositif à la maison, de pouvoir leur permettre une rééducation, en fait, qu'ils puissent continuer à se rééduquer en bonne et due forme chez eux. Donc pour moi, je pense que c'est le plus gros rêve que j'avais. Mais après, évidemment, on a plein d'autres objectifs. Il y en a un qu'on n'a pas mentionné, c'est aussi la réalité virtuelle. On développe une partie réalité virtuelle, Ok. donc avec un développeur de jeux vidéo au sein de notre startup, qui lui Mhm. s'occupe de tous les exercices qu'on pourrait proposer avec un casque de réalité virtuelle, mais toujours sur notre dispositif. Ok. Là, par exemple, c'est vrai qu'il y a aussi ça à développer. On a commencé pas mal à le mettre en œuvre, mais évidemment, il y a toujours des améliorations à faire, des nouveaux exercices à proposer. Et puis après, pour le domaine du professionnel, évidemment, on continue à équiper des nouvelles structures encore et encore. Et donc là, oui, si je devais résumer en 3 points nos prochaines étapes, ce serait de pouvoir continuer à développer la réalité virtuelle, arriver un peu plus sur le marché du particulier et surtout se développer à l'international pour aider un maximum de personnes en besoin de rééducation ou même les thérapeutes à avoir un dispositif pour bien se rééduquer et qui simplifie la vie autant aux professionnels de santé qu'à l'utilisateur. Top. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, honnêtement. Surtout que c'est le genre de projet qui a une mission qui dépasse la partie business. Hein, vraiment, on est sur des entreprises à mission presque. Donc, c'est chouette. Vraiment, bravo pour tout le travail effectué. J'ai l'impression que t'es hyper épanoui au final, du coup. Et du coup, j'ai presque envie de te poser la question, qu'est-ce qui manque, tu vois, et qu'est-ce qui... après, c'est un peu relié au rêve, donc elle est peut-être pas terrible cette question, mais tu vois, sur quoi tu as envie de progresser, pourquoi pas encore tu vois, c'est finalement ton premier projet, Easy Game. T'as déjà accompli pas mal de choses que j'imagine tu t'osais ou t'espérais peut-être pas. Qu'est-ce qui te manque? C'est ça, c'est un peu ma question. Je sais pas si elle est bonne, mais Je la comprends, ta question, et c'est vrai que de toute façon, je pense que au fur et à mesure de ma carrière, il y aura toujours des choses à améliorer de toute façon. Là, c'est vrai que vu que c'est mon premier métier, ma première approche dans le monde entrepreneurial, un monde dans lequel j'aurais pas forcément imaginé avoir la chance de devenir cofondateur en tout cas. Donc le début de ma carrière de designer, c'est vrai que j'ai beaucoup agi en tant que designer.
là, les prochaines étapes aussi, et c'est quand même des choses sur lesquelles j'ai pu m'améliorer au cours de l'aventure, c'est de m'intéresser plus à d'autres choses qui touchent pas forcément le design, c'est-à-dire le business, les livraisons, les formations. Ça m'est arrivé d'en faire évidemment, et c'est toujours, je le remarque en fait, c'est toujours super de sortir un petit peu de son corps de métier, de voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain, de faire des salons aussi, de parler du dispositif, mais aussi d'autres aspects un peu plus techniques qui n'étaient pas forcément mon rôle au début. Et c'est vrai Mm. que Comme euh, aujourd'hui, en fait. oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au tout début, vu que c'était mon premier métier et que je suis arrivé là-dedans et que j'avais envie de développer un bon produit en tant que designer, c'est vrai qu'après, moi, je me suis bien entendu contenté de mon rôle, mais j'aimerais bien un jour améliorer aussi mon savoir-faire sur d'autres points, effectivement, comme tu dis. Ok. Du coup, toi tu l'as dit, vous avez fait partie de plusieurs incubateurs, tu es au contact, tu as d'autres cofondateurs sur d'autres, qui ont d'autres casquettes. Donc, tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs. Quelles sont les qualités, les soft skills, les traits de caractère que tu vois chez les entrepreneurs qui te fascinent ou qui te motivent, qui t'inspirent? Eh bien, l'avantage de l'entrepreneuriat, en tout cas avec mon métier, c'est que ça m'a permis justement de côtoyer des personnes qui faisaient pas la même chose que moi. Et ça, d'un point de vue humain et puis même travail, c'est très très intéressant puisque ça nous permet aussi en tant que designer d'apprendre à travailler avec des métiers que tu ne connais pas forcément, c'est-à-dire par exemple un développeur, mais aussi avec des ingénieurs pour ne citer que par rapport à notre dispositif. Donc c'est vrai qu'avec mon équipe, que je salue d'ailleurs, nous les cofondateurs, plus aussi nos employés. Donc c'est vrai qu'en fait, l'avantage de notre startup, c'est qu'on a été une équipe très complémentaire, ce qui fait qu'on a pu se compléter et proposer un dispositif à la fin assez abouti, puisque chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Moi, en Mhm. tout cas, ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi et qui voyaient le projet d'une manière totalement différente. Donc ça nous a d'une part challengé, mais aussi complété. Et moi, je trouve ça vachement intéressant et je pense aussi que c'est le meilleur point de tout ce projet, en fait, c'est l'équipe. Nous, ce qu'on aime beaucoup dire aussi, c'est que Easygain, avant tout, c'est une équipe, c'est des cofondateurs qui se complètent et qui s'entendent bien et qui surtout puis peuvent se challenger et développer ensemble un projet qui répondra aux meilleures attentes pour nos utilisateurs. Bon, bah, c'est parfait de t'entendre dire ça. Franchement, c'est dans la lignée de tous les invités que j'ai eu dans le podcast, donc ça me surprend pas. Et puis, bah, dans le précédent échange que j'ai eu avec bah, Mathieu Goudot, qui est investisseur, il disait bien que l'équipe, c'était très, très, très important. Enfin, il y a l'équipe, le projet, le produit et le marché, mais l'équipe est très importante, donc ça m'étonne pas ce que tu dis. L'habitude maintenant là de poser la question si un de mes invités a envie de partager un livre qui a été marquant pour lui ou une ressource voilà qui peut être intéressante pour les gens qui nous écoutent. Je suis en train de constituer une sorte de bibliothèque Open Startup. Donc, je partagerai bientôt un lien avec toutes les ressources qu'ont partagé tous les invités. Donc, si tu veux ajouter le tien dans la bibliothèque, je te laisse me dire ça. Eh bien, moi, j'aime. C'est vrai que d'un point de vue entrepreneuriat, j'ai écouté pas mal de podcasts évidemment, mais après comme livre, ça va faire très cliché ce que je dis, mais j'ai beaucoup aimé celui d'Elon Musk. C'est pas Ok. forcément peut-être le bon exemple puisque c'est un entrepreneur très connu et enfin mondialement connu, on connaît toutes ses entreprises, etc. et un petit peu son parcours, mais franchement, je reconnais que c'est un livre qui va quand même énormément motiver à faire des nouvelles choses, de voir un Carrément. petit peu tout ce qu'il a pu, les galères par lesquelles il a pu passer au début en tant que fondateur de Zip2, par exemple, pour arriver à des entreprises comme Tesla ou SpaceX, par exemple. Enfin, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et c'est vrai que ce livre m'avait quand même beaucoup motivé. Et du Ouais, je coup, ouais, partage ton je le avis. recommande. Je partage ton avis. C'est vrai que parfois tu le lis et tu te dis mais je suis nul parce que il travaille tellement, il fait tellement de trucs et tout. Presque ça te dévalorise en tant que lecteur, mais à la fois ça te motive énormément à dire que ben en fait avec beaucoup de travail, en essayant de s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est ça qu'on voit aussi dans le livre, c'est qu'il va chercher des chercheurs, il va chercher les gens qui ont les connaissances aussi pour s'entourer. Et avec beaucoup de travail surtout, ben, on arrive à des grandes choses. Donc, ben, écoute, merci. Je vais l'ajouter.
Et si je peux aussi en donner un autre que je compte lire, que je n'ai pas encore lu, mais qui me motive pas mal, parce que c'est vrai que je suis pas mal la personne sur les réseaux sociaux, et puis même un petit peu son parcours qui est très riche. C'est Arnold Schwarzenegger qui a été acteur, politicien, mais aussi entrepreneur. Et c'est vrai que parfois j'écoute aussi un petit peu ses discours, et c'est assez motivant. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les livres ou podcasts ou même articles, c'est le côté motivation qui transparaît via le support et qui me donne vraiment envie de me surpasser aussi. Eh ben, écoute, j'espère en tout cas qu'avec l'échange qu'on aura eu aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent auront ressenti une part de cette motivation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je le savais déjà parce que je te connaissais, que tu étais quelqu'un de passionné et que tu es complètement aligné, c'est ce que je disais, avec le métier, le produit que vous proposez. Et donc, ça se ressent. Et donc, félicitations pour ça. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reparle très vite. Merci beaucoup Félix pour ton témoignage. Je profite d'avoir encore le micro ouvert durant notre échange pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent encore merci pour leur écoute et allez mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Il y a quelques personnes qui l'ont fait récemment et ça m'aide beaucoup parce qu'il y a d'autres personnes qui me contactent, des chouettes entrepreneurs, des médias pour avoir de nouveaux invités. Donc faites ça si vous écoutez ce podcast, ça m'aide beaucoup. Donc ma petite pub de fin est passée. Je te remercie infiniment Félix. Je te dis à la prochaine et encore merci. Merci à toi Guillaume, surtout de m'avoir invité. C'est un véritable honneur d'avoir participé à ton podcast. Merci Félix, à la À prochaine. bientôt, à la prochaine. C'est la fin de cet épisode, et si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe plein d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres. C'est simple, on est dispo quasiment partout. Prenez soin de vous et à bientôt.